Plusieurs entrepreneurs de la région peinent à rembourser leurs prêts pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Aujourd'hui, on va à la rencontre de M. Marcel Aubin, président, fondateur du showroom Salle multidisciplinaire, qui est accompagné de M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois et député dans Belleuil-Chambly, ainsi que Mme Julie Larochelle, présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée du Richelieu, pour faire état sur cet enjeu alarmant. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aimerais tout d'abord souligner la présence du député de Belleuil-Chambly et chef du Bloc québécois, M. Yves-François Blanchet, de même que celle du président du conseil d'administration de la CCIVR, M. Luc Rousseau, accompagné de quelques membres du conseil d'administration. Merci beaucoup à vous tous d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes conviés à ce point de presse afin de vous parler de la situation des PME en lien avec le compte d'urgence des entreprises canadiennes et une demande conjointe avec notre député fédéral et chef du Bloc québécois pour faire prolonger la période de remboursement du prêt d'urgence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la pandémie en a touché plus d'un et à bien des égards, et les entrepreneurs, entre autres, n'ont pas été épargnés, bien au contraire. En tant que Chambre de commerce excessivement impliquée dans sa communauté, on a toujours eu à cœur d'accompagner ces personnes courageuses, ces personnes résilientes et tellement investies dans leur entreprise. Des gens passionnés, des gens dévoués qui constituent le cœur battant de notre collectivité. Or, plusieurs entreprises du territoire sont dans une situation excessivement difficile présentement et jonglent avec les chiffres pour trouver des moyens, des solutions afin de maintenir leur tête hors de l'eau. La précarité de leur position est exacerbée par les coûts croissants liés à la main-d'œuvre, au taux d'intérêt élevé et à l'inflation. Des fermetures anticipées depuis la fin de la pandémie se sont malheureusement matérialisées depuis quelques mois, et le pire est à venir si le gouvernement fédéral ne fait pas preuve de souplesse dans le dossier du CUEC. Or, malgré une volonté à toute épreuve, les propriétaires et les gestionnaires d'organisations ont besoin d'aide concrète pour assurer la santé financière de leur entreprise. Alors, c'est le plaidoyer que nous vous présentons aujourd'hui. J'inviterai maintenant M. le président de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu, M. Luc Rousseau, à venir prendre la parole. Merci beaucoup, Julie. Écoutez, oui, je suis le président du conseil d'administration de cette belle chambre, mais je suis aussi un entrepreneur. Je suis aussi un PDG d'un OBNL du milieu touristique. On organise des festivals, on est dans l'agrotourisme. Ça a été un secteur qui a été durement touché. Vous comprendrez que pendant la pandémie, on était 2 ans sans pouvoir exercer notre passion. Et on était gravement touchés. L'été n'a pas été non plus de grand succès. C'est sûr que moi, donc, on organise le bière et saveurs à Chambly. Je pense qu'on était un des chanceux pendant la période de l'été, avec 4 belles journées. Donc, on a été capable là, de sortir de notre épingle du jeu. Ça n'a pas été le cas de nos collègues de d'autres festivals qui n'ont pas pu avoir la même chance pendant l'été. Et que la situation est très grave. Donc, le remboursement de ce prêt-là d'urgence, bien, il y a urgence de maintenir ou de repousser cette cause à effet-là. Sur le conseil d'administration, on est chanceux aussi. On a énormément d'entrepreneurs, naturellement, sur notre conseil d'administration, qui agissent aussi comme des antennes sur le terrain. Et on a senti aussi la précocité de notre environnement, de nos entrepreneurs. Puis ça nous tient vraiment à cœur d'être le porte-voix de cette cause-là. Il va y avoir un tsunami de fermetures anticipées, c'est sûr. On a plusieurs secteurs qui sont très touchés par cette situation-là. Nous avons d'ailleurs joint notre voix à celle des autres chambres de commerce du Québec avec la FCCQ. Et on a demandé à la ministre Freeland de repousser le remboursement de 2 ans, donc jusqu'en 2025. Nous joignons à nouveau notre voix à celle de l'Assemblée nationale du Québec et du Bloc québécois pour demander à nouveau le report digne de ce nom, pour réellement veiller à la pérennité et à la survie de notre tissu entrepreneurial grandement fragilisé
et dont certains sont présentement sous le respirateur artificiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. D'ailleurs, pour bien comprendre la réalité vécue par les entrepreneurs, on a un entrepreneur parmi nous qui est propriétaire de cette magnifique salle multifonctionnelle, le showroom, Marcel Aubin, qui a accepté d'être le visage de la crise qu'on vit, tout le monde, avec beaucoup de courage et de générosité. Alors, je l'inviterai maintenant à venir s'adresser à vous. Bonjour à tous. Je vais m'arranger moi aussi pour essayer d'être le plus bref possible à partir de mes bullet points que j'ai faits. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi j'ai accepté ou j'ai même proposé de sortir publiquement, c'est qu'on parle souvent de 900 000 entreprises qui ont bénéficié du CUEC, plusieurs qui n'ont pas remboursé, qui sont en difficulté de le rembourser, mais ça, c'est une statistique. Moi, je ne suis pas une statistique, je suis un être humain, je suis un entrepreneur et j'ai des émotions. Et souvent, les hommes et les femmes en affaires craignent d'aller publiquement parce que ça peut avoir des impacts sur la clientèle, ça peut avoir des impacts sur le banquier, sur les fournisseurs. Fait que j'ai décidé de, correct, je vais y aller, puis je vais prendre la chance. Chance parce qu'il y a des enjeux économiques importants qui ne sont pas juste les miens comme entrepreneur, mais de tout l'environnement économique dans lequel on est présentement. Et je veux passer au travers. Mon plan, ce n'est pas d'arrêter l'entreprise, c'est de passer au travers. Donc, voici pourquoi je vous parle ce matin. Le showroom, petite histoire rapide, j'ai lancé cet endroit-là, j'avais 59 ans, donc plus proche de la retraite pour certains que d'autres. Ce n'est pas mon cas, je suis à la retraite, je ne sais pas ce que ça veut dire. On déménageait ici, on a dit, tiens, opportunité, on va faire une nouvelle entreprise pour que les entreprises puissent se réunir ici. Ça, c'était à l'automne 2019 qu'on a ouvert, qu'on a commencé. 3 mois après, en mars, on nous annonçait qu'on fermait pour 2 semaines. On sait que ça a été 2 ans, cette fermeture-là. Est arrivé le CUEC. Bien sûr, c'est bien le fun pendant que tu es en période de crise et il y a de l'argent qui arrive, mais ce n'était pas dans le plan, ça, d'avoir un autre financement. Il y a eu 2 ans de disette dans le showroom. Et au retour, après le COVID, rappelons-nous qu'il y a 1 an, on recommençait à faire des événements. Il y a 1 an, ici, j'avais encore des annulations régulières parce que grand-maman était malade ou parce que notre directeur avait le COVID. Il y a 3 personnes qui avaient le COVID. On arrête la réunion. Post-COVID, il n'y a pas juste que... Il y a tout l'environnement, toute notre façon de fonctionner en affaires qui s'est modifiée. Alors, on en faisait référence tantôt, les taux d'intérêt, la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre qui a augmenté, les garanties qu'on doit donner à nos employés pour pouvoir les garder, la façon de travailler. Il y a beaucoup plus de réunions qui se font maintenant avec le télétravail, donc moins de réunions en personne. Tous ces éléments-là, la façon d'être des gens d'affaires et des particuliers fait en sorte que ça nous affecte comme organisation. Évidemment, 1 an après la réouverture, on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Et là, au 31 décembre, il faut que je trouve une façon de rajouter un frais d'intérêt, mais de rajouter aussi quelque chose à la trésorerie, alors qu'on est présentement, on ne fait pas nos frais dans le showroom. Alors, le CUEC, qui était une bouée, est devenu un boulet, un genre de cadeau empoisonné. Et tout ça va avoir un effet domino sur l'ensemble de l'économie, parce que si moi, je coupe en quelque part pour payer les intérêts ou payer un CUEC, c'est de l'argent que je n'investirai pas ailleurs, que je n'investirai pas à bonifier mon offre à mes clients. C'est de l'argent que je ne mettrai pas dans le marketing. Fait que c'est plus que ma petite personne, c'est plus que ma petite entreprise, c'est toute l'économie qui va être mise à mal par s'il n'y a pas un report. Ce que je vis de l'instabilité, je vis de l'insécurité. J'ai une conjointe, j'ai des employés, j'aspirais à un moment donné à ralentir. Mes entreprises sont mon fonds de retraite. Pour d'autres, pour les jeunes, j'entends on n'achètera pas la maison maintenant, pas juste à cause des taux d'intérêt, parce que l'entreprise est fragile. Il y en a qui voudraient avoir des enfants qui retardent le projet. Fait qu'il y a beaucoup d'impact sur les humains qui sont derrière les femmes et les hommes entrepreneurs. J'ai besoin de quoi? De prévisibilité. J'ai besoin de temps. Ça fait 30 ans, moi, que je dis, le temps n'arrange pas les choses, mais les choses ont besoin de temps pour s'arranger. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de flexibilité.
Là, on est en train de me dire, tu vas aller dans une banque, tu vas emprunter à quel taux vraiment élevé, dans une petite boîte. Alors, j'ai besoin de flexibilité, j'ai besoin qu'on dise, bon, OK, comment on peut moduler ça par rapport à... On est en train de s'en sortir ben, est-ce qu'on peut commencer à rembourser dans un plan? Et je suis d'accord de ne pas pelleter par en avant, dire dans 3 ans, on aura ça à rembourser, commencer à le rembourser, mais avec des modalités qui conviennent à la taille de l'entreprise, à sa situation. Et je n'ai pas envie de mettre encore plus mon patrimoine à risque à 63 ans, en sachant que ben, la banque, si elle me prête, elle va m'attacher, solide, puis elle va me le faire payer en plus. Alors, c'est pour ça que publiquement, je fais la demande à nos gouvernements de nous soutenir comme entrepreneurs parce qu'on est un gros rouage de notre économie au Canada, au Québec. Alors, c'est ma demande. Voilà, je pense que ça fait le tour. Merci de m'avoir écouté. Merci, Marcel. Tu es vraiment très éloquent, puis une belle source d'inspiration et de courage. Je te remercie beaucoup. On est rendu maintenant à accueillir M. Blanchet, qui justement défend nos intérêts à Ottawa, en ce sens, les intérêts de la communauté d'affaires. Alors, je vous cède la parole. Bien le bonjour tout le monde. Il y a un petit moment, je ne sais pas exactement il y a combien de jours, Julie nous contacte, il y a des enjeux pour les entreprises. Et je dis, OK, est-ce qu'on pourrait, au bureau, est-ce qu'on pourrait suggérer aux journalistes de parler à M. Aubin, puis moi je parlerais dans la même entrevue, parce qu'en général, les gens font pas beaucoup des points de presse avec des formations politiques. Mais là, je vois l'intérêt puis la réaction immédiate, je dis, coudonc. Est-ce qu'on pourrait se faire un point de presse puis inviter les médias pour souligner vraiment l'importance de l'enjeu auquel on est confronté? La réponse a été immédiate de tout le monde. Alors là, on se trouve à faire aujourd'hui la première d'une série. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à l'ensemble du caucus du Bloc québécois, vous allez tous faire ça. Et pas sur une base locale, sur une base régionale, parce que si vous le faites sur une base régionale, vous allez non seulement intervenir pour vos propres entreprises, avec vos propres chambres de commerce, dans vos propres circonscriptions, mais aussi dans les autres, parce que les autres ne le feront pas. Et donc, on est en train de monter toute cette opération-là. Pourquoi on le fait? Parce que c'est extrêmement grave. Lorsque la pandémie a éclaté, le gouvernement et l'ensemble des formations politiques, dans une perspective très peu partisane, ont soutenu la mise en place d'un ensemble de programmes ciblés selon les différents enjeux. Et celui-là a été mis en place. Il semblait répondre à un besoin important. Et si, en effet, il y a 900 000 entreprises qui ont eu recours, c'est parce que ça correspondait à un besoin bien réel. Maintenant, à la fin de la pandémie ou durant la pandémie, un autre phénomène s'est ajouté qui est l'inflation. Je me rappelle bien qu'on nous disait, vous allez voir, ça ne durera pas longtemps, ça va être éminemment temporaire. Et les gens qui travaillent avec moi se rappelleront que je leur ai dit, mon œil, ça va durer. Mais il est dans les politiques de l'État de toujours dire, ce n'est pas si grave pour ne pas avoir un effet d'entraînement et pire, avec un effet psychologique, comme vous le mentionnez tout à l'heure d'ailleurs. Après ça est arrivé bien sûr la réponse à l'inflation, les taux d'intérêt, créant une lourdeur encore plus complexe et un défi encore plus important pour rembourser la dette. S'ajoute à ça, bien sûr, le fait que la consommation en général diminue et une pénurie de main-d'œuvre. C'est la tempête parfaite qui fait en sorte qu'un nombre important de petites entreprises et de moyennes entreprises sont confrontées à un défi de survie. Ça a été mesuré. Et c'est largement au-delà de 200 000 entreprises qui ont dit « Je pense que l'avenir de mon entreprise est en péril à cause de cette accumulation d'enjeux. » Combien vont effectivement fermer si une solution n'est pas apportée? Ça, c'est assez dur parce que, on va se dire, un entrepreneur, tu dis « Hey, t'es dans le trouble, as-tu besoin d'aide? » Bien, ils vont dire oui. Mais il y a au moins des dizaines de milliers d'entreprises, puis on est capable maintenant de mettre des noms sur ces entreprises-là.
J'étais dans un restaurant cette semaine à Gatineau, pour me dire, il y a 4 restaurants dans la rue ici seulement qui viennent de fermer. Donc, il y a une cascade de fermetures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est ça le pire, c'est que la solution, elle est évidente. Elle est évidente. D'abord, mettons tout de suite de côté la prolongation de 18 jours au début du mois de janvier. C'est, excusez, je ne vais pas avoir l'air partisan, mais c'est une insulte. D'autant plus qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un au gouvernement qui soit répondant dans l'affaire. Mais où ils vont être entre le 1er janvier et le 18 janvier, les répondants au gouvernement? S'ils sont chanceux, ils ont les pieds dans le sable à quelque part. Il n'y a rien qui va bouger durant cette période-là. Puis, 18 jours, à sa face même, c'est ridicule. Il y a plusieurs formules qui circulent. Nous, ce qu'on demande, qu'on propose même, parce qu'on a l'habitude de faire des propositions, puis on veut que ça circule, puis ça peut être modulé. Puis si la ministre Freeland veut nous parler, elle peut nous parler. On a eu des conversations déjà avec elle. On travaille, vraiment, on travaille fort, très, très fort. On fait un lobby auprès des ministres libéraux, puis le Conseil des ministres. Puis on lui dit, écoutez, on ne veut pas faire un show politique avec ça, mais c'est fondamental ce qu'on est en train de vous demander. Donner un délai supplémentaire d'au moins 1 an. Quelqu'un peut arriver à la fin de l'année et dire, voici, je t'ai payé les 2/3 du montant que j'ai touché, j'ai protégé la partie subvention du montant. Sinon, donner des modalités de paiement. Si tu dois de l'argent au gouvernement pour tes impôts, bien, tu vas appeler puis tu vas négocier. Puis tu vas dire, sur 2 ans, je vais te donner tant par mois. Avec le taux d'intérêt du gouvernement, qui n'est pas celui de la banque. Donc, la capacité d'avoir des modalités de paiement. Et, troisième affaire, une espèce de guichet unique. La banque n'a pas à se substituer. Ce n'est ni son mandat, ni son intérêt d'ailleurs. La banque n'a pas à se substituer à l'État. Donc, on fait ces propositions-là en disant, écoutez, on pense que c'est raisonnable. Et en plus, on pense que ça coûte ultimement rien. Mais c'est la ministre des Finances dit, non, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Et là, on pourrait débattre des chiffres. Là. On pourrait aller dans le milliard, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à y aller. Mais qu'est-ce qui va coûter plus cher? Est-ce que ce qui va coûter le plus cher est le paiement des intérêts sur les sommes qui vont continuer à rouler, sachant que les entreprises vont se dépêcher à payer dès qu'elles le peuvent, ou perdre l'entièreté des sommes remboursables par les entreprises parce qu'elles vont fermer? Parce qu'elles vont fermer. 25 000 entreprises qui ferment, c'est 1 milliard de dollars. C'est beaucoup d'argent. Plus l'effet en cascade de ça. Les chaînes d'approvisionnement avec lesquelles ces entreprises-là travaillent vont tous subir le contre-coup. Chaque personne qui perd son emploi durant la transition est un revenu de moins pour l'État et une dépense de plus pour l'État. L'effet sur la confiance, l'effet sur l'activité économique et la préservation d'un certain dynamisme économique, alors qu'on est menacé d'une récession, c'est majeur en termes de coûts. Et je me refuse à croire qu'au ministère des Finances, ils ne réalisent pas que leur refus est une contribution directe à l'apparition d'une vraie récession. Et là, ils disent, oui, mais il y a un effet inflationniste. C'est de ne pas le faire qui est inflationniste, parce que si tu diminues l'offre de produits sur le marché, tu augmentes la pression inflationniste sur les produits qui vont être sur le marché. Donc, ils ont, à cet égard, tout faux au ministère des Finances. Ça semble être une espèce d'entêtement idéologique. On ne veut plus entendre parler de la COVID. Nous, on ne peut pas accepter ça. On a fait un ensemble de propositions. On est même prêt à faire des trucs qu'on ne fait pas souvent, négocier, on va vous aider sur telle affaire si vous acceptez de faire ça. Là. On en est rendu là. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ce qu'on fait ici soit fait ailleurs. Moi j'ai un avantage, je pense que j'ai de loin dans ma circonscription la plus intéressante et dynamique chambre de commerce au Québec. Bon. J'en ai vu plusieurs. Et avec ce niveau de professionnalisation, d'engagement, de maîtrise des dossiers, d'intervention à caractère vraiment économique, il n'y en a pas beaucoup qui ont le niveau d'expertise de la Chambre de commerce ici. Donc, c'est une chance qu'on a. Puis, ça nous permet de donner un meilleur élan à quelque chose dont je souhaite que ça se produise partout.
Notre travail est d'abord de se porter à la défense des besoins de dizaines de milliers d'entreprises au Québec qui pourraient fermer. Personne ne veut assumer l'odieux de ça. Et j'invite le gouvernement à se ressaisir. Je m'étonne qu'il n'y ait que nous qui le fassent. Il y en a qui s'ostinent sur une aide au mazout ou au charbon. Ça, c'est leur patente. Et personne d'autre que nous ne semble s'intéresser à cet enjeu-là. Mais le Québec est une terre de PME et il faut protéger cette caractéristique fondamentale de notre économie qui est singulièrement important ici, dans la circonscription de Belleuil-Chambly. Quoique, en passant, on est dans Pierre Boucher, les Patriotes ici, et Xavier, qui n'a pas pu être ici, me demande de vous saluer. Alors, voilà. Je pense que tout a été dit et bien dit. C'est important que vous, les médias, portiez le message aux décideurs à Ottawa, parce qu'on crie ici. On a besoin d'aide. Madame La Rochelle, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée du Richelieu dans ce dossier? Bien, le rôle, en tout cas, je pense que le rôle de toutes les chambres de commerce, on se sent beaucoup interpellé par ça parce qu'on représente, on est le porte-voix des entrepreneurs du Québec, entre autres. En tout cas, pour nous, c'est de la Vallée du Richelieu et également de la MRC de Rouville. Donc, on porte la voix de près de 6 000 entreprises à travers ce beau territoire-là. Et je pense que c'est de mettre en lumière cette situation qui est pas pour tous, parce que ça dépend des secteurs d'activité, mais pour plusieurs, pour de nombreux propriétaires d'entreprises, qui est une vraie catastrophe. Alors, pour nous, c'est hyper important de s'assurer que le message soit entendu et que les choses changent, que les choses bougent. C'est ça notre rôle à nous. Et c'est quoi la prochaine étape? Il y a eu la conférence de presse aujourd'hui. C'est quoi les prochaines actions qui vont être faites? Là, présentement, on est en train de mener un sondage, justement. On sonde les entreprises du territoire pour prendre le pouls. Puis c'est vraiment en lien avec le CUEC. Donc, on voulait savoir combien ont demandé cette aide d'urgence-là, puis combien vont être en mesure de rembourser. Et dans les délais qui sont maintenant extensionnés, mais c'est dérisoire, là. Ça n'a rien à voir là, avec les besoins de la communauté d'affaires, là. Fait que ça nous prend beaucoup plus que ça. Il faut de l'aide concrète. C'est pas tout de lancer... puis tout à l'heure, il y avait Marcel qui a utilisé une expression que j'ai trouvée formidable. Monsieur Aubin a utilisé une expression vraiment formidable en disant ils nous ont lancé une bouée, mais maintenant, c'est en train de se transformer en boulet. Ça frappe, mais c'est ça la réalité aussi. Et ça fait combien de mois ou de semaines que vous êtes impliqués dans le dossier? Ça fait plusieurs mois, justement, parce qu'on le voyait. On sentait quand même que la tempête parfaite était en train de se créer. On a des antennes partout sur le terrain, sur le territoire. Et c'est ce qu'on entendait, là, de plus en plus, des gens qui disaient « Mon Dieu, comment je vais faire pour rembourser? » Déjà qu'il y avait eu une extension et tout, mais comment je vais faire pour y arriver? Alors, on sentait ça venir, puis avec d'autres chambres de commerce à travers non seulement la province, mais même le Canada. On a uni nos voix avec la Fédération des chambres de commerce du Québec pour justement adresser la situation, lancer un message clair et faire une demande. Nous, on demandait d'extensionner ça jusqu'en 2025 à Mme Freeland. Et bien, par la suite, on a eu comme réponse que c'était extensionné jusqu'au 18 janvier, 3 mois et tout. C'est pas suffisant. C'est pas le genre de réponse qu'on s'attendait devant le sérieux de notre demande. Exactement. Donc, plusieurs entreprises qui n'ont pas les moyens présentement de le rembourser dans les délais donnés par le gouvernement. Donc, la Chambre de commerce qui prête sa voix et sa visibilité pour faire changer les choses, faire bouger les choses. Merci, Madame La Rochelle. Monsieur Aubin, vous êtes propriétaire du showroom salle multifonctionnelle qui s'adresse à la clientèle d'affaires et vous avez bénéficié du CUEC. Votre entreprise était toute jeune lorsque la pandémie a frappé. À quel moment avez-vous eu besoin d'aide, en fait? Bien, en fait, mars 2020, dès que le programme a été disponible, on en a bénéficié. En pensant aussi que ça durerait jamais 2 ans. Il n'y a personne à l'époque qui croyait que cette crise-là durerait 2 ans. Donc, on voyait nous reprendre les activités puis reprendre. On était déjà sur une belle lancée, mais tout s'est écroulé. Fait que je dirais, quelque part, là, à l'été 2020 ou à l'automne 2020, quand le programme a été disponible, on en a bénéficié. Et vous avez mentionné en conférence de presse que finalement, ça s'est avéré un peu comme un cadeau empoisonné parce que là, 3 ans plus tard,
c'est difficile de le rembourser. Bien, effectivement, parce que, comme je viens de le mentionner, 2 ans d'inactivité, comme dans les restaurants, on pouvait faire du pour emporter. Moi, c'est une salle. On ne peut pas prendre une salle, l'envoyer chez le client puis la ramener. Alors, c'est sûr que là, c'est devenu un gros caillou dans le soulier de dire comment on organise ça. Le remboursement, parce qu'on n'est pas encore à notre vitesse de croisière. Si on était à vitesse de croisière, ça serait une autre chose, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous, on a besoin de temps de flexibilité, d'arrangement. J'entendais M. Blanchet le dire tantôt. C'est ça, on a besoin de ça. L'idée, c'est pas de dire qu'on ne veut pas rembourser. Je veux pas pelleter par en avant. J'ai juste besoin de faire des arrangements qui tiennent compte de la réalité de notre organisation. C'est ça, parce que présentement, les modalités de paiement sont les mêmes pour toutes les entreprises, peu importe où elles sont à leur stade de croissance. Vous, ce que vous demandez, c'est de s'adapter selon où l'entreprise elle est là, dans sa vie. Bien, oui, où elle est dans sa vie et dans ses capacités. Est-ce qu'on peut moduler les montants de remboursement? De dire, OK, parfait, dès janvier 2024, on commence, si petit sera le montant, puis on a un plan de remboursement avec des modalités. Est-ce qu'on maintient le pas d'intérêt? Est-ce qu'on nous envoie dans les banques comme on nous propose maintenant, puis dire on va payer 10, 11, 12 % d'intérêt? C'est rajouter du poids au boulet. Alors, on a besoin de flexibilité, on a besoin de compréhension, on a besoin d'aménagement qui tienne compte de la réalité. Et comme vous l'avez mentionné, où on en est rendu dans le développement de l'organisation. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un peu le visage des entreprises de la région? Est-ce que vous avez hésité, en fait, à prendre parole par rapport à cet enjeu-là? Oui, il y a eu une certaine hésitation. Je craignais quel impact ça peut avoir, mais je continue à croire que le silence a plus d'impact que la parole. Je fais confiance à la communauté d'affaires pour m'appuyer. Je fais confiance à la population en général pour nous appuyer dans le geste que je viens de faire là. Je ne l'ai pas fait pour moi nécessairement. C'est dire, OK, il y a beaucoup d'hommes et de femmes en affaires qui n'ont peut-être pas la capacité, le temps, ou qui ont beaucoup plus peur de l'impact pour eux. Fait que moi, ça a été... Bon, c'est ça. Puis c'est dans ma nature, c'est de dire, bon, parfait, il y a ça à faire, allons-y. Puis le reste, ben je lâche prise, puis on verra bien ce qui va arriver. Mais je suis confiant on va passer au travers, et je suis confiant que la population puis la communauté d'affaires va nous soutenir. Et vous avez mentionné que, bon, des décisions comme celle-là impactent non seulement les entrepreneurs, mais également les gens autour. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, mon Dieu, ça serait beaucoup plus simple de simplement fermer l'entreprise plutôt que de passer à travers ce processus-là? Tout à fait. Ça fait partie de dire, bien, c'est correct, j'ai 63 ans, je vais protéger mon patrimoine, je vais fermer, mais ça a aussi de l'impact sur les gens, les employés, les fournisseurs, tout ça. Moi, ben, je suis un entrepreneur dans l'âme, je suis un passionné. Fait que baisser les bras, j'aime mieux être résilient que de baisser les bras, continuer à avancer, puis faire des gestes qui vont nous aider à passer au travers, puis arriver à nos fins, qui est d'avoir une entreprise qui est florissante, puis qui génère pour la communauté, pour les gens, pour les employés, qui génère du bien. Et donc, bravo d'ailleurs pour votre résilience et je vous souhaite tout le succès possible pour la suite. Merci beaucoup. Merci de nous aider, de nous soutenir. Monsieur Blanchet, aujourd'hui, ce qu'on a entendu, c'est un réel cri du cœur de certains entrepreneurs qui ont bénéficié de la CUEC. Vous, depuis quand, en fait, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un problème avec le remboursement de ces prêts-là? Ça fait très longtemps que nous, on demande au gouvernement de donner des délais supplémentaires pour le remboursement. Ça a gagné en intensité parce que l'échéance approchait et ça a gagné davantage en intensité quand le gouvernement a simplement refusé la proposition parce que c'est pas tant une demande, on fait partie de l'appareil de l'État, puis on dit on a un problème qui va coûter très cher à l'État, qui va avoir un effet en cascade sur l'économie, qui va exacerber les risques d'une récession. On a une solution à vous proposer qui probablement va coûter moins cher qu'elle va rapporter, ou que ça coûterait dans le scénario contraire. Et on ne comprend toujours pas pourquoi il y a un refus. On sait qu'à l'intérieur même du gouvernement, il y a des gens qui sont d'accord avec nous, qui pensent qu'il faut appliquer la solution que le Bloc met de l'avant. Ce n'est pas la première fois que nous, on dit, voici une solution qu'on vous propose, puis si vous la prenez, bien, elle va vous appartenir à partir de ce moment-là. Nous, on ne fait pas un jeu partisan. On n'a pas envie, dans nos comtés puis dans nos régions, d'avoir une cascade de faillites d'entreprises, alors que la solution est à notre portée. Et c'est quoi concrètement votre proposition à la ministre Freeland? Bien, d'une part, et d'emblée,
Voyons comment ça s'est produit. On met en place un programme pendant la pandémie. Ce programme-là, bien, les entreprises y ont recours par besoin dans les circonstances. Quand la pandémie finit, il y a un autre problème qui est apparu, qui est celui de l'inflation, qui met aussi une pression sur les entreprises. L'inflation, pour lutter contre l'inflation, la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, qui met une pression supplémentaire sur le crédit des entreprises, auquel s'ajoute une baisse de la consommation durant une période d'inflation, à laquelle s'ajoute, et c'était déjà antérieur, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, pour ces petites et moyennes entreprises-là, c'est une situation catastrophique qu'il faut gérer. C'est plus seulement la pandémie, c'est le post-pandémie qu'il faut gérer. Donc, on dit, donnons plus de temps aux entreprises pour faire le paiement qui doit être fait, s'ils veulent le faire en un seul coup. Offrons-leur la possibilité d'étaler, que ce soit avec l'État ou que ce soit avec une banque, d'étaler le paiement. Ils commenceraient plus vite à payer, puis ils paieraient sur une plus longue période, ayant une prévisibilité, une régularisation dans la démarche, et aussi identifier quelqu'un au niveau du gouvernement qui est capable de répondre. Parce que, pour l'instant, tu t'en vas dans une banque, mais la banque, c'est pas son travail de gérer un programme gouvernemental et c'est pas nécessairement son intérêt de se mettre à risque sur le remboursement, puisque le 40 000 $ il est garanti par le gouvernement. Donc, quoi qu'il advienne, la banque, elle est remboursée. Donc, la solution qu'on propose, elle sauve des entreprises et ça pourrait éviter au gouvernement une perte qui pourrait assez facilement dépasser largement le $1 milliard, en plus des effets économiques de ces fermetures-là sur le tissu économique global au Québec et au Canada. Et vous avez qualifié d'un peu ridicule la proposition du gouvernement d'allonger de 18 jours, en fait, la période de remboursement. Qu'est-ce que vous pensez de ça exactement? Vous me donnez 18 jours pour essayer de rejoindre un fonctionnaire à Ottawa puis régler mon problème en janvier. Ça se pourrait que je pense que ça n'arrivera pas. Ça se pourrait que je pense qu'ils ne seront juste pas là. Et même que la personne qui serait répondante, il va falloir qu'elle soit formée, il va falloir qu'elle soit organisée d'une quelconque façon. Même chose, si je veux aller à la banque, mais la banque, que j'aille là le 10 décembre ou que j'aille là le 10 janvier, s'il ne s'est rien passé de différent dans mon entreprise, il n'y aura rien de différent dans la réponse de la banque. Donc, c'est même pas logique de dire « je vous donne 18 jours dans la pire période de l'année ». Arrangez-vous avec ça. Et ça a été quoi les échos dans votre circonscription des différents entrepreneurs? Est-ce que vous avez pris le temps de discuter avec eux, d'avoir un peu le pouls de leur entreprise? Toujours un peu, mais jamais assez. Dans le sens où, bon, évidemment, j'ai pas toujours l'agenda le plus commode, mais de l'ensemble du territoire, pour ma part, ça remonte jusqu'au cabinet à Ottawa. Donc, j'ai des échos d'un peu partout. Mais quand on connaît le tissu économique de Belleuil-Chambly ou de la vallée du Richelieu, on se rend compte que c'est beaucoup de nouvelles entreprises de petite dimension. C'est exactement le profil des entreprises les plus vulnérables dans la situation actuelle. Évidemment, ça crée une sensibilité particulière. Puis, il faut qu'on fasse le geste sur une base nationale parce que ici, on a une chambre de commerce, je le dis sans vouloir flatter personne, mais on a une chambre de commerce exceptionnelle. J'en ai connu d'autres qui, parfois, le sont moins, qui auront besoin d'aide pour organiser ça. Donc, on met en place une opération pour essayer de faire des sorties publiques avec le maximum d'acteurs économiques sur une base régionale. Et justement, vous avez mentionné que vous avez fait un genre d'appel à tous, à vos députés, de faire un peu comme ce que vous avez fait aujourd'hui, de créer des discussions partout à travers le Québec. Donc, à quoi vous vous attendez pour les prochaines semaines de vos députés? À ce qu'ils le fassent. C'est pas tant un appel à tous, c'est voici ce que vous allez faire. C'est pas parce que mais c'était pas coercitif dans le sens que tout le monde, lorsqu'on en a parlé au caucus, on dit oui, on embarque. C'était instantané. Tout le monde veut faire ça. Ça a été une suggestion soutenue à laquelle tout le monde a bien répondu. Et le cabinet est déjà en train de coordonner l'opération pour qu'on puisse aller dans un maximum de régions. Merci, M. Blanchet. Un plaisir.